partie du plus gros lobby soi-disant écologique de la planète, le World Business Council for Sustainable Development. C'est intéressant parce que ça a été mis au point par l'inventeur du développement soutenable, qui se trouve être un criminel qui vient d'être condamné récemment par la Cour d'appel de Turin à 18 ans de prison pour le meurtre de 3000 ouvriers de l'entreprise Eternit dont il était propriétaire à Casal Monferrato. Je parle de Stefan Schmidaini, le fondateur du World Business Council. Bon, avec son ami Maurice Strong, qui n'est pas beaucoup mieux, c'est un milliardaire pétrolier canadien. Ce sont ces deux-là qui ont lancé le... Alors je suis content que les amis de la Terre soient sortis de la trappe du développement durable, qui était une opération commerciale faite par les lobbies industriels, pilotée d'ailleurs par Henry Kissinger, pour torpiller en fait le mouvement écologiste. Bon, alors, bien sûr, comment ferons-nous face à ça? Bien évidemment, nous sommes relativement impuissants puisqu'ils ont tous les leviers du pouvoir officiel. Mais il y a toujours un contre-pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir officiel ne peut pas fonctionner si il n'a pas des bras et des mains, et les bras et les pieds, c'est nous. C'est nous qui le faisons fonctionner. Comme toujours, quand on dit mais pour la décroissance, il faut sortir du capitalisme, je dis oui, il faut sortir du capitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme? Ça veut d'abord dire sortir le capitalisme de nos têtes, c'est-à-dire sortir de l'esprit du capitalisme. Décoloniser nos imaginaires, parce que nous sommes d'une certaine façon complices du fonctionnement du système, nous sommes complices quand nous prenons une voiture individuelle, nous sommes complices quand nous appuyons sur un poste de télévision, nous sommes complices quand nous allons au supermarché et que nous détruisons les petits commerces de quartier beaucoup plus sympathiques et qui donnent la vie des villes, etc. D'une certaine façon, nous sommes complices. Et ça ne suffit pas, bien sûr. De toute façon, ce système... Alors, j'ai dit avant ou après l'effondrement. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, l'effondrement a déjà commencé. Donc, ça ne sera pas totalement avant. D'une autre façon, il n'aura jamais vraiment lieu. Il n'aura pas lieu comme étant un écroulement précis le jour J. Non, c'est une suite de catastrophes. Certaines peuvent être économiques, financières, certaines peuvent être écologiques, certaines peuvent être sociales, certaines... Bon, toutes ces catastrophes, le déclencheur, on ne sait pas quel ça peut être. Bon. Mais ces catastrophes sont aussi des opportunités. Après l'écroulement de la Lehman Brothers, il y avait une petite fenêtre d'opportunité pour essayer de limiter le pouvoir des banques. Malheureusement, lorsque le président de la Goldman Sachs, qui est parmi l'oligarchie, s'il y a quelqu'un qui est au sommet de l'oligarchie, c'est la Goldman Sachs. Le président de la Goldman Sachs, il est allé voir Barack Obama, il avait le trouillomètre à zéro. Il s'est dit, je vais me faire recadrer. Il est arrivé avec arrogance, comme tous les banquiers, mais il avait le trouillomètre à zéro. Le problème, c'est que c'est Barack Obama qui lui, a manqué de courage et de vigueur pour recadrer, c'est pas des hasards, mais d'autres opportunités comme ça, il y en aura. Alors ce que nous devons, je crois que chacun, d'abord on est tous, même cette oligarchie est mal barrée. Hein. Et malgré tout, quelqu'un comme Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, fait partie de l'oligarchie mondiale. Il est une des plus grosses fortunes de la planète, etc. Et néanmoins, il était parti en lutte contre le dérèglement climatique avec beaucoup de vigueur et beaucoup de courage, parce qu'il a eu dans sa vie personnelle une expérience traumatisante, hein, avec des cancers dans sa famille, etc., et qu'il a pris conscience qu'il fallait changer les choses. Alors nous sommes tous, d'une certaine façon, bien sûr, il y a des conflits très violents, et en même temps, il y a un peu de solidarité, ce qui permet quand même d'arriver quelquefois à faire passer des conventions comme le protocole de Montréal en 1987 sur les gaz, sur les CFC, les chlorofluorocarbone, qui ont permis de limiter les trous dans la couche d'ozone. Ce n'est pas le cas pour les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour les trous dans la couche d'ozone, on a réussi, dans une certaine mesure, semble-t-il, à limiter les dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on a fait marche arrière.
Donc on est tous en fait confrontés, je dis toujours qu'on est au centre d'un triangle dont les trois dimensions, les trois sommets sont la survivance, la résistance et la dissidence. Dans chaque homme, il y a la nécessité de la survivance, bien sûr. Donc nécessité de survivance parce que, comme dit le plus grand philosophe de notre temps, Woody Allen, ce monde est plein d'injustice, il est haïssable, et c'est le seul endroit où on peut manger un steak correct. Donc, nous devons survivre, parce que si nous ne survivons pas, on ne peut pas lutter. Donc pour faire la résistance, c'est pour ça qu'on est allé manger avant de faire la conférence, pour pouvoir résister. Donc pour résister, il faut survivre. Survivre, ça veut dire qu'on est obligé de faire un compromis. Si le monde est dominé par les 2000 firmes transnationales et que c'est eux qui dominent tout, et si nous voulons vivre dans ce monde-là, il faut accepter de passer un minimum de compromis avec ces gens-là, c'est-à-dire de travailler dans un supermarché pour un boulot de merde et un salaire de merde. Et au moins, avec ce salaire de merde, on arrive à bouffer. Et on arrive aussi à résister. Alors on résiste en faisant grève, en essayant de casser, en mettant des boulons dans les rouages de la méga machine. La résistance, c'est important. C'est important pour soi. Pour refuser, c'est un refus mental du système dans lequel on est obligé de vivre. Et c'est très important aussi parce que ça permet d'entrer en dissidence et de favoriser des dissidences. Alors les dissidences, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais les dissidences tout seul, ça ne fonctionne pas. Il y a une jeune femme qui a écrit un bouquin très sympathique. Elle a dit 1 million de petites révolutions tranquilles. Bon, c'est très joli. Alors les petites révolutions tranquilles, c'est les amas. C'est les réseaux d'échange de savoir, c'est le commerce équitable et solidaire, c'est etc. Donc c'est les éco-villages, c'est toutes sortes de choses. C'est important, mais on voit bien que même dit bout à bout, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut aussi résister à tous les niveaux. Bon, alors, je n'ai pas dit du tout qu'on va réussir. C'est pour ça que mon premier livre sur les voies s'appelle Le pari de la décroissance. C'est un pari au sens pascalien du terme, ça vaut le coup de le tenter, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre, et on a tout à gagner, et on n'est pas sûr. Alors, le pari, c'est que l'humanité, y compris avec les salopards, qui ne sont pas salopards toujours à 100%, je fais des conférences, il y a des groupes d'entreprises qui m'invitent pour faire des conférences, qui veulent savoir ce que c'est que la décroissance. Certains même changent d'orientation après certaines conférences. Bon, donc, c'est le pari que l'humanité, dans son ensemble, toute façon de vue, plus ou moins, poussée, attirée par un idéal, parce que, comme on l'a vu maintenant, et toutes les études le montrent, même dans une société très inégalitaire, les gens très riches ne sont pas heureux. Donc ils auraient aussi intérêt à en changer, mais c'est difficile. Parce qu'on a beau avoir des belles aspirations, on ne veut pas renoncer à ses stock options, à ses bonus, à ses retraites chapeau, à tout ça, à tous ces avantages, ces privilèges. Mais attiré par un monde idéal, et surtout poussé par les menaces, par la nécessité, et des menaces, on va en avoir. C'est ce que j'appelle la pédagogie des catastrophes. Vous avez aimé Tchernobyl, vous adorez Fukushima, et la prochaine, ça va être encore mieux. Bon. Mais ça amène les gens finalement à dire finalement, on s'est peut-être planté avec le nucléaire, on aurait peut-être intérêt à changer. Les Français n'ont pas encore compris, mais la prochaine fois, ils comprendront peut-être, j'espère. Et donc, c'est le pari que, avec l'aspiration, et l'aspiration, c'est nous qui la donnons, c'est aux intellectuels de créer des utopies. On a besoin, dans la misère du présent, d'avoir des rêves de futur. Donc, attiré par l'utopie concrète du projet de société alternative d'abondance frugale, poussé par la nécessité des menaces, ce que j'appelle le coup de pied dans le cul, préférera aller dans cette voie de la démocratie écologique plutôt que vers le suicide collectif. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Nicolas Georgescu-Roegen, l'un des précurseurs de la décroissance, disait peut-être que l'humanité préfère brûler tout dans quelques temps plutôt que de survivre d'un autre. Bon, c'est pas gagné, mais ça vaut le coup de le tenter. On n'a rien à perdre de toute façon. Vous avez parlé de 800 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, que pensez-vous du contrôle démographique, pas seulement dans les pays dits du
tiers-monde, mais partout, chez nous aussi, notamment. Ce n'est peut-être pas le moment d'avoir pour le moment énormément d'enfants, et même plus de 2, étant donné la situation. Donc il pourrait y avoir notamment des solutions dans le style couper les allocations familiales à partir du 2e enfant, pour ne pas pousser les gens à en avoir dans une période qui n'est certainement pas propice à des grandes familles, parce que quels seront leurs avenir? Donc s'occuper des enfants qui sont pour le moment en train de mourir de faim, plutôt que d'en avoir plus ici. Bonsoir. Je voudrais avoir votre avis sur un regard sur la décroissance posé par Paul Jorion. Ce regard est le suivant. Il dit pourquoi faut-il de la croissance aujourd'hui, plus que jamais? C'est pour payer les intérêts des grands capitaux et notamment financiers. Et il dit on ne peut réfléchir à la décroissance sans réfléchir d'abord à ce qu'est et à ce que signifie la propriété privée. Je n'ai pas entendu, je ne vous ai pas entendu vraiment là-dessus, et donc que pensez-vous de cette position? Et est-ce que vous avez vous-même une réflexion sur l'évolution future de la propriété privée? Oui, si vous aviez l'occasion d'être reçu à l'Élysée au titre d'expert, quelles seraient les 5 mesures très précises, très concrètes, que vous souffleriez à l'oreille de François Hollande pour lui suggérer d'engager le virage dont nous parlons? Des mesures très précises, très concrètes, qui pourraient s'inscrire dans le contexte politique, économique, sans forcément parler des mesures européennes à la base. Merci, Sajatouche répond. Alors, c'est assez facile pour moi de répondre à la place de M. Hollande, certainement parce que je ne suis pas à sa place. Donc, ça ne me coûte rien de dire qu'il faudrait faire un audit de la dette et refuser de payer toute une partie de la dette qui grève le budget français et qui empêche de faire une politique plus active. Hein, plutôt que de couper les budgets de la santé, de l'éducation, de la culture, etc., il aurait mieux couper le remboursement de la dette qui représente plus que l'impôt sur les personnes physiques. Bon. Donc ça, je ferai ça. Hein. Puis, la deuxième chose, comme de toute façon, il n'y a aucune chance pour qu'on puisse faire quoi que ce soit à l'intérieur de la zone euro, puisque l'euro c'est un autre nom du Deutschmark, eh bien, je sortirai de l'euro. Je sortirai de l'euro parce qu'on ne peut pas faire la relocalisation, la reconversion écologique et la réduction du temps de travail à l'intérieur de l'euro. Et si je sors de l'euro, je suis probablement obligé de sortir de l'Union européenne, j'essaierai de trouver d'autres alliés pour refonder une union, par exemple la Grèce, l'Italie, l'Espagne, hein, peut-être la Belgique, au moins la Wallonie. Bon, et puis, eh bien, évidemment, ça n'a de sens de sortir de l'euro que si on veut reconquérir le marché intérieur et redévelopper les activités, reconstruire un tissu industriel, donc une politique libre-échange, une politique protectionniste, parce que le libre-échange, c'est le protectionnisme le plus féroce des prédateurs avec les paradis fiscaux, les délocalisations, etc. Le protectionnisme, c'est une nécessité. Cette Union européenne s'est construite en dépit du bon sens, à l'inverse de ce qu'il fallait faire, mettre ensemble avec une monnaie commune des pays qui ont des législations fiscales, sociales, environnementales totalement différentes et qui ne veulent pas les unifier, c'est pas forcément que c'est la catastrophe. Bon. Et alors j'en ai fait combien de mesures là bon, et puis je réduirai le temps de travail. Alors on a parlé de 32 heures, oui dans un premier temps peut-être 32 heures, essayons d'aller jusqu'à 25. Puis, il ne s'agit pas tellement de réduire le temps de travail, il s'agit surtout de changer complètement le rapport au travail, c'est-à-dire de démarchandiser le travail. Il ne s'agit pas d'abolir le marché, de créer des illusions de communisme, etc. Non, mais il y a 3 biens dans le grand entreprise
l'anthropologue Karl Polanyi faisait remarquer à juste titre qu'ils n'étaient pas des marchandises. Le travail, ça n'est pas une marchandise. Le chapeau ou la Bible, ce sont des marchandises parce que ce sont des biens reproductibles qu'on peut fabriquer en série. Le travail, ça se fabrique pas en série. Le travail, c'est la vie de l'homme. C'est la base de toute la vie humaine. C'est l'activité de l'homme. Et par conséquent, ça ne doit pas être une marchandise qui est négociée sur un marché comme une savonnette. Donc il disait le travail, la terre, parce que la terre non plus c'est pas reproductif, la terre c'est là où on prend ses racines. Alors s'il y a une propriété privée qui doit être abolie, s'il y a une socialisation qui doit être faite, c'est d'abord de la terre, la disposition de la terre. Alors je ne sais pas, Paul Jorion est un ami, j'aime beaucoup ce qu'il fait, beaucoup de choses que je reprends. Quand il s'attaque à la propriété, j'avais lu dans son blog, en tout cas, c'était surtout le troisième parti du droit de propriété. Il n'attaquait pas le droit usus, d'utiliser, de jouir des fruits, etc. C'était l'abusus, le droit d'abuser de la propriété. Et effectivement, à l'heure actuelle, ne pas prendre en considération les conséquences écologiques des activités, c'est un droit d'abusus, c'est un abus de la propriété privée. Donc une certaine socialisation serait nécessaire. Bon, avec ça, je crois que j'ai déjà un programme suffisant pour me faire assassiner dans les 8 jours qui suivent pour arriver à l'Élysée. Bon, alors, en revanche, mention, alors, sur les intérêts, etc., oui, il y aurait énormément de choses à dire. L'intérêt, se réapproprier l'argent, ça consiste aussi à justement contrôler les mécanismes, et les mécanismes de l'intérêt, parce que l'intérêt est un pouce au crime pour la croissance. Pourquoi les entreprises, à l'heure actuelle, doivent croître beaucoup plus qu'elles ne devaient le faire dans les 30 Glorieuses? Parce que le capitalisme a eu une mutation. Avant, dans les 30 Glorieuses, les entreprises s'autofinançaient. Maintenant, elles sont financées par le recours au marché financier. Donc, elles doivent payer des intérêts. Si elles doivent payer des intérêts, elles doivent faire des profits. Pour faire des profits, elles doivent croître toujours plus. Donc, on est dans un cercle vicieux. Il faut croître toujours plus parce qu'on est toujours plus endetté pour rembourser ses dettes. Il faut donc avoir de plus en plus de ressources, etc. Bon. Enfin, j'en arrive à la question la plus délicate. Faut-il faire des enfants sur une grande échelle? Non, parce que vous vous casserez la gueule et ça c'est très dangereux. Bon, alors, on peut les faire dans un lit. Bon. Mais je n'aborde pas cette question généralement dans les conférences. Il y a tout un chapitre dans le Paris de la décroissance qui est consacré à ça, le chapitre 5, je vous conseille de le lire, dans les controverses vers une société d'abondance frugale, parmi les controverses et les contresens. Il y a tout un chapitre aussi sur les problèmes démographiques. Bien évidemment, si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, une croissance infinie de la population est incompatible avec un monde fini, c'est évident. Mais le principal problème de la décroissance, ça n'est pas la population, c'est l'illimitation de la production. Ça n'est pas la surpopulation hindoue ou indienne qui fait problème à l'heure actuelle sur la planète, c'est la surconsommation américaine. C'est la surconsommation américaine. L'empreinte écologique des États-Unis, beaucoup moins peuplée que l'Inde, est très supérieure à celle de l'Inde, et même encore de celle de la Chine. Chine qui a déjà pris la mauvaise route. Donc, ça n'est pas l'urgence. On peut penser, et j'ai mis en exergue de ce chapitre de phrases provocatrices de Pier Paolo Pasolini, grand cinéaste, mais aussi grand écrivain et grand poète italien, qui disait « Procréer aujourd'hui est un délit écologique ». Alors, mon ami Yves Cochet, député Vert, a voulu introduire un projet de loi, effectivement, pour supprimer l'allocation familiale pour le 3e enfant, ça fait scandale, etc. Je crois qu'il faut aborder la question démographique avec sérénité. Avec sérénité parce que ça n'est pas, il n'y a pas de bombe démographique, il y a une bombe productiviste, il y a un problème démographique, effectivement, c'est un problème de société dont on doit débattre, il y a une régulation de la démographie à réaliser, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, elle se réalise toute seule. D'après les démographes, peut-on
faire confiance aux démographes, pas plus qu'aux autres, mais enfin bon, on est bien obligé de se baser sur les démographes, disent que l'humanité va se stabiliser, si elle existe encore, parce que ça c'est pas sûr non plus, mais si elle existe encore en 2050, elle se stabilisera à 9 milliards. Pour autant qu'on sache les choses, nous sommes 7 milliards, bon, nous pourrions, si nous étions 500 millions d'Australiens, avec des 4x4, etc., la planète ne pourrait plus supporter personne. Il faudrait déjà supprimer donc les 9/10 de l'humanité. En revanche, les spécialistes nous disent qu'on pourrait, si nous étions des Burkinabés, on pourrait être 23 milliards. Alors, entre 500 millions et 23 milliards, il y a de la marge. Ça dépend évidemment du mode de l'agriculture. Si nous faisons de l'agriculture productiviste qui transforme de plus en plus de terres en désert, si nous faisons une agriculture biologique qui est plus productive mais moins productiviste, d'après la FAO, on doit pouvoir nourrir, surtout si nous mangeons moins de viande, puisque 40% des céréales servent à nourrir le bétail qui nous rend obèses et qui nous donne le cholestérol. Donc si nous mangeons moins de viande, moins de graisse, un peu plus de légumes, de fruits, etc., surtout s'ils sont faits de façon saine, on se porterait mieux. Il faut tout de suite savoir que 40% des produits alimentaires qui sont vendus dans les supermarchés vont à la poubelle sans être consommés. 20% parce qu'ils ont dépassé la date de péremption sur les comptoirs des supermarchés. Si vous avez vu le très beau film d'un metteur en scène cinéaste autrichien, We Feed the World, Nous nourrissons le monde, on voit les tonnes de pain qui sont jetées à Vienne et dont on nous dit que ça permettrait de nourrir la deuxième ville d'Autriche, Graz. Bon. Et c'est assez impressionnant de voir ce. Et 20% autres produits, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui ont été faire le week-end avec leur caddie, remplir le caddie dans les supermarchés, de yogourts qu'ils mettent dans le congélateur et qu'ils oublient et qui laissent passer la date de péremption et qui vont à la poubelle. Sans compter que 30% des fruits et légumes ne sont pas récoltés parce que le calibrage ne correspond pas à l'exigence des centrales d'achat des supermarchés. Donc on a tout faux. On a tout faux. Donc il y a des changements complets. Donc il y a la question démographique doit être posée. Moi je ne suis pas contre le fait moi j'ai fait déjà 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants, mais j'avais pas encore conscience. Aujourd'hui j'en ferai peut-être moins. Mais il faut poser la question. On peut se poser la question. Voilà, mais avec sérénité. C'est un débat citoyen qu'on peut avoir, qu'on doit avoir dans tous les pays. Voilà mon fond de position. Encore 3 dernières questions. Oui. Ton programme me paraît assez concret, mais pas assez charismatique. Ça veut dire, dans l'histoire, la mayonnaise prend à cause des figures messianiques. Jésus marche sur les eaux et 2000 ans plus tard, il y a des millions qui s'agglomèrent autour du Papa mobile. Saint François se met à poil en public et ça donne lieu à des milliers de franciscains frénétiques. Est-ce que, pour que la décroissance ne soit pas une occidentalisation du monde en plus, est-ce qu'il ne faut pas espérer la venue d'une Messie noire ou jaune? Bonjour, je vais me présenter, sinon c'est Napoli, vu que vous avez présenté au début. Je m'appelle Jérémy et je vais juste poser 2 questions, mais pas que à vous, peut-être à tout le monde et à moi aussi, parce que c'est des questions qui viennent tout le temps et qui, à mon avis, sont peut-être embêtantes pour l'intervenant. La première, c'est comment on arrive à vos R, vous en avez déjà parlé un peu. Et la deuxième, c'est quelle place pour les précaires dans ce processus. Je précise comment, c'est parce que selon moi, tout ce que vous avez expliqué, ce changement il va nécessiter des forces sociales assez immenses, quel que soit le pays dont on parle de la région. Et le comment, je vous ai juste entendu parler à un moment d'élection, et j'espère que ce n'est pas ça que vous proposez comme changement social. Et la deuxième question sur la place des précaires, c'est les premiers qui sont défoncés par cette société de la croissance. Je pense qu'on est d'accord qu'ils ne sont pas ici, et ce n'est pas du tout une
parce que nous, dans nos conférences qu'on fait, c'est le même problème partout. Mais c'est une piste que genre, une question que je pose à tout le monde. Quelle place, quelle force dans cette force sociale des premières personnes qui sont libres? Bonsoir, merci pour... voilà. Vous avez parlé du pic du pétrole et ce que je veux demander, est-ce qu'il y a, oui, bien sûr, mais quelles sont les études sur le pic du pétrole, si vous pouvez un peu les expliquer, et les perspectives, et s'il n'y a pas vraiment des alternatives valuables, efficaces au pétrole. Et puis, j'ai vu dans une petite provocation, si c'est vraiment efficace de débuter et d'appeler une conférence avec les mots effondrement et voilà, un peu culpabilisant et pas peut-être de commencer en décrivant une perspective alternative, je sais pas, une perspective meilleure. Merci. Une dernière question, madame. Est-ce que vous pensez que la théorie de la décroissance s'apparente dans une certaine mesure à l'économie de la fonctionnalité, parce que par le remplacement de l'achat de biens par la prestation de services, qui rejoint l'idée de la réduction du temps de travail et qui va également à l'encontre de l'obsolescence programmée. Je parle également de l'économie de la proximité, donc qui rejoint à la fois localisation et également de vision multi-usage des espaces, des infrastructures, etc., qui va dans le sens de reconceptualisation. Bon, je vais essayer de répondre à ce que j'ai entendu, parce que j'entendais mal certaines choses. Bon. Alors, mon ami Michael Singleton, comme toujours, très provocateur, bon, je n'ai pas l'intention de me mettre à poil pour créer. Je pense que le pari de la décroissance, c'est aussi le pari qu'enfin l'humanité accéderait au stade adulte, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas besoin d'un messie, que l'homme deviendrait un roseau pensant, qu'il utiliserait sa pensée, qu'il n'aurait pas besoin. Bon, des messies, malheureusement, il y en a trop. Il y a un nouveau calife qui vient de s'autoproclamer, là, c'est pas vraiment très attirant, hein, ça attire pourtant certaines masses. Hein. Bon, donc, je crois qu'il faudrait mieux faire confiance plutôt à la maturité des hommes. Bon, malheureusement, c'est peut-être très naïf, effectivement. Il y aura peut-être sûrement des candidats messie, il y en aura. Hein. Mais bon, je pense que la logique du mouvement des objecteurs de croissance, nous avons hérité d'un autre mouvement, puisque nous lui disons éco-socialiste, nous avons hérité du socialisme, l'idée ni Dieu, ni César, ni tribun, producteur, sauve-toi toi-même, décrétons le salut commun. Bon. Alors, quelle force sociale? Alors, effectivement, on a hérité aussi, alors, du marxisme, l'idée qu'il y avait un sujet de l'histoire. Il y a eu un sujet de l'histoire, ça a été le prolétariat, c'était la bourgeoisie, puis le prolétariat. Maintenant, adieu au prolétariat, a dit André Gorz, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes veufs du sujet de l'histoire. Là aussi, je crois qu'il faut se passer du sujet de l'histoire. Comme disait mon ami Castoriadis, finalement, la révolution écologique, tout le monde est concerné, parce qu'on est tous dans le bateau de l'humanité. Le vaisseau humain, la petite planète bleue, c'est un vaisseau dans le cosmos, on est tous dessus, même quand ça va couler, les milliardaires vont couler aussi. Bon, alors, évidemment, eux, ils ne sont pas prêts de renoncer, mais disons que 99% des gens ont intérêt à créer, à construire la société de la décroissance. Le problème, c'est se libérer de la toxicodépendance du système. Et ça, il n'y a pas de sujet pour ça. C'est un changement. En revanche, il y a des circonstances historiques qui permettent les choses. Heureusement, l'histoire n'est pas linéaire.
comme on dit toujours, on a très peu de temps devant soi, mais il peut y avoir justement des crises qui vont provoquer des prises de conscience. Moi, j'ai vécu mes 68, j'aurais jamais pensé dans ma vie voir un jour le drapeau noir sur la Sorbonne et sur l'Odéon. Donc c'était incroyable, incompréhensible. Donc il y a des choses incompréhensibles qui se produisent, on s'aperçoit que, heureusement, l'homme n'a pas qu'un seul hémisphère dans le cerveau, il en a deux. Et donc il y en a un qui dit merde à l'autre, et de temps en temps, celui qui est refoulé domine, prend le dessus, et on s'aperçoit que des gens, on se disait, bon, c'était des veaux, des cons, etc., c'est parce que d'un coup, ils pensent comme vous. Bon, alors, il faut faire confiance, on n'a pas le choix de toute façon. Alors bien sûr, sur le pétrole, pour moi, le grand expert, c'est Richard Wagner. The party is over, la fête est finie. Le pic de Hubert, on est arrivé, on peut racler les fonds de tiroir, les schistes bitumineux, les gaz de schiste, etc., les sables de l'Athabasca, bon, c'est catastrophique. Et c'était très bien. Je ne sais pas si c'est dans Le Monde du week-end ou dans l'idée de Virgin, il y avait un économiste, un des meilleurs, et même les meilleurs, c'est catastrophique, Paul Krugman, qui disait, bon, les décroissants, ils se plantent, etc. Il faut plus de croissance pour résoudre les problèmes. Il est dans une optique toujours keynésienne. Et Richard Wagner, alors il s'attaquait aux gens parce qui disent qu'il y a pu y avoir d'énergie. Richard Wagner lui a répondu très, très justement que, effectivement, le problème de l'énergie était indépassable et qu'on n'avait pas... Et alors, heureusement, il n'y a pas de substitut du pétrole. Je dirais heureusement. Parce que s'il y avait un substitut du pétrole, on serait condamné à cette société de croissance pour l'éternité, c'est-à-dire à une société qui engendre injustice, inégalité et mal-être. Donc, la fin du pétrole bon marché va nous obliger à sortir de cette espèce de toxicodépendance, va nous obliger à entreprendre une cure de désintoxication. Alors nous devons nous désintoxiquer de la consommation, mais nous devons aussi nous désintoxiquer de la nécessité d'avoir un messie, Michael. Bon, alors, économie de fonctionnalité, très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'au lieu de vendre un produit, on vend une fonction. Hein, l'exemple qu'on donne toujours, c'est Rand Xerox, qui ne vend plus, en Allemagne, les grosses photocopieuses, elle les loue. Alors ça change complètement la logique de fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise fait son profit sur l'entretien et la location. À ce moment-là, elle a intérêt à ce que le matériel dure le plus longtemps possible. On arrive à ce moment-là à l'éco-conception. L'éco-conception d'un produit, ça veut dire qu'on conçoit le produit comme étant évoluable. Alors évoluable, réparable, décomposable et recyclable. Alors il est conçu sous forme de module. Quand vous passez d'un ordinateur d'une génération à l'ordinateur de la génération suivante, en fait, dans l'ordinateur, ce qui change, c'est moins de 5% de l'ordinateur. Vous foutez 95% à la poubelle pour changer, pour bénéficier des 5% nouveaux. Si votre ordinateur était fait comme un Lego, un jeu de construction, vous changez simplement les 5% et vous avez un ordinateur performant nouveau. Même chose pour le frigidaire, la machine à laver, le téléphone portable, que d'ailleurs la meilleure chose c'est de le mettre déjà à la poubelle, et de ne pas le renouveler, etc. Donc c'est l'économie de fonctionnalité, c'est un élément intéressant, comme l'économie circulaire, dans une optique c'est pas la solution, c'est un élément de solution d'une société qui veut construire un système d'abondance frugale, c'est-à-dire qu'on puisse bénéficier encore d'un certain nombre d'équipements qui nous semblent fondamentaux, hein, en particulier la machine à laver, c'est très important, mais qu'on puisse avoir une machine à laver sans détruire la planète. On a une machine à laver qu'on garde toute sa vie au lieu d'en changer tous les 2 ans. Parce que c'est prévu qu'on fait maintenant des tambours en plastique, qui, comme ça dure moins longtemps et il faut changer, la renouveler plus rapidement. Bon, alors, je crois que j'ai répondu à tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite d'avoir un futur.
Bonne soirée à tous. Deux informations. Il y a une conférence sur Fukushima le 4 novembre à 19h30 à la salle Ricard ici à l'université avec un anti-nucléaire japonais très connu. Et enfin, il y a une personne qui cherche un covoiturage pour lui et qui utilise un moyen technologique qui a affiché son numéro de portable de l'assurance.